Salut randonneurs, salut à tous les suiveurs de ma chaîne Food Europe. Alors si vous me regardez régulièrement, vous êtes sûrement au courant que je vais m'élancer dans quelques temps pour un grand défi, une grande traversée de l'Europe à pied qui va m'occuper pendant 8 mois, qui va démarrer le 7 avril au Portugal et qui devrait me conduire à travers toutes les montagnes d'Europe jusqu'en Bulgarie. Et puis dans le cadre de cette grande aventure, je me suis un peu reconstitué un équipement neuf. Donc si vous vous souvenez, il y a une année, j'avais fait une vidéo pour présenter tout l'équipement que j'allais utiliser durant mes treks de 2025. Treks qui étaient assez estivaux, donc j'avais pas besoin vraiment d'avoir des couches très chaudes. Et d'autre part, trek que je faisais avec le matériel qui me restait de l'Odyssée pédestre, ma grande aventure de 3 ans. Durant cette aventure, j'avais choisi vraiment de privilégier la durabilité et le confort aux dépens du poids. Et donc j'avais fait pas mal de choix d'équipements un peu originaux par rapport aux gros randonneurs habituels. Où voilà, je ne cherchais pas nécessairement la grande légèreté, mais plus un certain confort puis une certaine résistance dans le temps des équipements. Et donc, notamment par exemple, j'avais un sac de couchage synthétique et pas mal d'autres choses. Alors là, cette fois, je pars pour 8 mois. Alors 8 mois, ça peut paraître une très longue durée, mais comparativement à l'Odyssée pédestre, finalement, ça va être une aventure assez courte pour moi. Et j'ai décidé donc, vu que je vis un peu, je vais peut-être devoir marcher à une vitesse encore plus élevée que durant l'Odyssée pédestre. Je vais devoir aussi me filmer sur la route, croiser plein d'abonnés, etc. Donc ça va être très exigeant physiquement, très montagnard. Et c'est pour cette raison que cette fois, j'ai décidé d'orienter mon équipement un peu plus vers de la légèreté aux dépens de la durabilité. Et il y a pas mal de pièces d'équipement que j'ai pris qui probablement tiendront, j'espère, les 8 mois de l'aventure, mais qui seront à peu près foutus au bout et que je devrais balancer. Donc vous allez voir qu'il y a eu pas mal d'évolutions par rapport à la présentation que j'ai faite il y a un an. Alors pour commencer la présentation de l'équipement, je vais procéder comme la dernière fois avec la tenue que j'ai sur moi. Alors la tenue que j'ai sur moi, comme vous pouvez le constater, elle ressemble beaucoup à celle que j'avais précédemment. C'est du Décathlon pour la plupart de mes pièces d'équipement. Alors d'abord, les chaussures dont j'ai longuement parlé dans une vidéo dédiée. Toujours les Décathlon montagne premier prix. Je précise bien montagne, parce que les Décathlon nature premier prix, il n'y a pas de coque à l'avant. Donc pour moi, il faut absolument une coque quand on se balade en montagne. Ça fait des années déjà et que j'ai traversé toutes les plus grandes montagnes d'Europe avec les chaussures les moins chères du marché. Donc les Décathlon montagne premier prix à 40 €, qui ont une semelle qui tient aussi longtemps que la semelle des pompes de meilleure marque. Donc on peut faire entre 800 et 1500 km avec des chaussures comme ça. 1500 km si on est sur des chemins type pèlerinage de Compostelle, et 800 km si on est dans le GR20 ou le HRP Pyrénéenne et qu'on est tout le temps dans le caillou. C'est des chaussures avec lesquelles vous tiendrez à peu près 1000 km, comme les autres finalement, alors peut-être un peu moins confortables, qui ont moins d'amorti, qui ont un peu moins d'accroche au départ, qui ont plein de petits défauts que n'ont pas des Superla Sportiva, etc. Mais moi, elles me suffisent, elles me conviennent, et puis quand on randonne dans la longueur, bonnes ou mauvaises chaussures, on finit par les user, on doit les remplacer, ça fait un très gros budget. Et donc là, je pars pour 6000 km durant l'Europa Trek, et normalement, ces chaussures-là, j'aurai besoin de 5 paires, 6 maximum, mais je pense 5 paires pour faire l'intégralité de ma route. Et donc ça sera du Décathlon tout le long. Alors pour le reste de l'équipement, les chaussettes, c'est des Décathlon moyen prix, les slips du Décathlon, les t-shirts Décathlon laine mérinos, je fais ça depuis des années. Petit changement cette année, j'ai mis un peu plus d'argent pour avoir du full mérinos, parce que Décathlon ils font des t-shirts avec de la laine mérinos et mêlés à, du coton, du synthétique, je sais pas ce qu'est l'autre matériau. Mais ils font aussi des t-shirts complètement en mérinos, pour 40, 50 balles, ils sont un peu plus chers. Et j'en ai pris 2, qui me feront j'espère les 8 mois. J'ai aussi une casquette, souvent j'ai des casquettes Décathlon, bon là j'ai une autre casquette de base, je ne sais même pas vraiment ce que c'est. Les lunettes Décathlon, pareil, quasiment les premiers prix également. Donc tout Décathlon, sauf exception. D'habitude j'avais des polaires Décathlon à 10 €. Et j'ai fait une petite entorse à ma règle. Et je me suis acheté en promo, là, à 60 € au lieu de 100, une polaire Millet. Alors le très grand avantage de cette polaire, c'est qu'elle est beaucoup plus légère que les polaires Décathlon. Voilà, elle fait à peine 250 grammes et je l'ai testée aujourd'hui là pour la première fois et c'est vrai qu'elle m'a l'air pas mal. Donc je ne me plains pas de cette petite polaire. Et en plus, donc ce que j'ai constamment sur moi, bien sûr j'aurai mon téléphone principal, ma carte d'identité, ma carte bancaire, un petit peu d'argent. Et bien sûr mes bâtons. Alors c'est des bâtons Fizan comme d'habitude, je prends toujours des bâtons Fizan. Et cette fois c'est assez marrant parce que j'avais 3-4 paires de bâtons différents, que j'avais toutes beaucoup usées. Et puis c'est souvent j'en ai aussi en 4 parties, mais la plupart des bâtons Fizan compacts
bateau à 150 grammes, 30 €, vraiment pas cher, très léger, plutôt solide. Ils sont en 3 parties. Et voilà, en réunissant certaines parties hautes, parties moyennes et parties basses de mes divers bâtons, j'en ai reconstitué 2 en parfait état. Et voici pour les bâtons. Je parlerai plus tard d'ailleurs des fers et des caoutchoucs là, dans la partie bricolage. Et on va passer maintenant à une grande nouveauté pour moi, le sac à dos. Avec son sursac, un sursac Décathlon, je précise tout de suite. Alors pour ce qui est du sac à dos, si vous voyez un petit peu là, c'est un Osprey. Alors je vous avais dit dans le passé que j'ai porté divers sacs, j'ai eu des sacs Décathlon de base, j'ai eu des sacs ultra légers sans armature. Puis finalement j'étais revenu vers des sacs à armature et j'avais acheté des sacs Osprey Exos, donc avec un exosquelette qui vous permet d'avoir le dos séparé du sac. Et avec les sacs Osprey Exos, d'abord un 50 litres, puis après 3 48 litres, j'ai fait tout l'Odyssée pédestre et des tas d'autres aventures. C'est vraiment un sac que j'ai eu en permanence, que j'ai toujours apprécié. Mais pour cette aventure, j'avais envie d'aller chercher un peu plus léger, parce qu'avec tout le matos électronique que je porte et le fait que je vais avoir des couches hivernales, etc., j'avais peur d'avoir trop de poids. Et en fait, j'hésitais carrément à prendre un sac sans armature, très léger, à revenir un peu vers de l'ultra léger. Et puis parallèlement, j'hésitais aussi à avoir un sac encore plus confortable, surtout que la marque Gregory avait accepté de me sponsoriser. Et avait un sac qui fait quasiment 2 kg, mais qui est censé être un des sacs les plus confortables du marché. Et j'ai longuement hésité entre l'un et l'autre. Et puis finalement, j'ai opté pour une solution intermédiaire. C'est-à-dire, j'ai fini par tomber sur une version particulière du sac Osprey Exos, qui est le Osprey Exos Pro. Alors un sac Osprey Exos 48 litres, ça doit faire environ 1,4 kg. Mais Osprey, ils ont aussi fait un sac Pro, c'est-à-dire en fait avec beaucoup plus simplifié, avec des bretelles beaucoup moins rembourrées, avec plein de systèmes et de choix de matériaux pour l'alléger encore plus. Alors sûrement en le rendant plus fragile aussi, donc je vais tester ça sur le terrain. Et donc ça c'est un sac Osprey Exos Pro 55 litres. Donc une contenance qui me convient très bien, je ne vais pas aller au-delà, mais avec 55 litres je vais pouvoir me prendre 5-6 jours de bouffe quand je serai dans les endroits les plus perdus de mon aventure. Et ce sac Osprey Exos 55 litres, il fait 900 grammes, c'est incroyable. Parce que j'hésitais jusque-là à m'acheter un sac d'Hurston, autre marque a accepté de me sponsoriser, c'est la deuxième avec Gregory et ce sont les 2 seuls. Et ce sac d'Hurston, qui était vraiment très très léger, avec quand même une semi-armature, mais quasiment sans armature, il fait 800 grammes, 850 grammes, quelque chose comme ça. Et celui-là fait 900, avec une véritable armature, un exosquelette et compagnie. On va voir ce qu'il en est du confort par rapport à un Osprey Exos de base, je sais pas vraiment, c'est sûr qu'il va pas être aussi confortable, c'est certain. Il va pas être aussi durable non plus, mais bon, j'espère qu'il tiendra les 8 mois de mon aventure. Et donc ce sac-là, en fait, je l'ai jamais utilisé. Et puis, il a une contenance un peu différente des Osprey Exos. Donc en fait, je l'ai jamais rempli. Je l'ai rempli qu'une fois tout à l'heure pour la première fois. Donc je sais pas exactement comment je vais m'en sortir. Mais voilà pour le sac Osprey Exos. Je vous en dirai plus au fil de ma progression sur l'Europatrek. Alors maintenant, on va passer au système de couchage, le plus important. Et là aussi, j'ai fait pas mal de choix de retour vers la légèreté. Alors d'abord, j'ai mon tapis de sol, qui est en fait la couche de protection de mon matelas gonflable. Alors ça, par contre, c'est pas de la nouveauté. C'est un truc antique de 200-120 grammes. Un tapis de sol fait par Arclac Design dans le passé. Et c'est voilà, une simple couche de protection que j'ai eu pendant des années. Il m'a fait tout l'Odyssée pédestre. Bon, il est en sale état. Et je le mets directement à l'intérieur du sac à dos, dans un recoin. Du côté gauche parce que je suis plus faible de l'épaule gauche. Alors après maintenant, on va passer à un matériau crucial, la tente. Je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que c'est une tente de Hurston qui a accepté de me faire un gros rabais, je sais plus, moins 25, moins 30%. Donc j'ai eu leur tente phare, la X-Mid 2, à moins de 300 € alors qu'elle vaut 400, quelque chose comme ça. Et c'est une tente qui ne fait que, ils annonçaient 800 et quelques, bon, elle pèse un petit peu plus de 900 grammes, je crois, 930, quelque chose comme ça. De toute façon, tous ces poids, vous allez pouvoir les voir en description parce que j'ai pesé tout mon équipement pour la première fois de ma vie. Et je vais vous faire une liste qui sera disponible dans la description, avec le poids de chacun des éléments de mon équipement. Puis je vous reparlerai un peu d'ailleurs du poids à la fin. Donc cette tente, c'est la X-Mid 2. Et en fait, c'est une tente qui est en version avec du matériau Dyneema, le matériau un peu révolutionnaire qui permet d'avoir du matériel ultra léger.
et elle pèse encore moins que la Z-Pack, je crois. La Z-Pack est une tente en Dynéma très très chère que j'avais pris durant l'Odyssée pédestre. Et d'ailleurs, elle coûte encore plus cher, je crois. Elle coûte 730$, donc à peu près pareil en euros. Mais moi, le Dynéma, ça m'a un peu déçu parce que j'ai trouvé que dans le temps, ça se dégradait. Et donc j'aurais bien aimé avoir une tente avec un matériau, je sais pas, polyester classique. Et en fait, c'est ce que fait aussi Durston. Ils font la version Dynéma et la version 2 fois moins chère, et aussi 2 fois plus lourde, donc quasiment 900 grammes, alors que l'autre c'est même pas un demi-kilo. C'est la version avec des matériaux synthétiques qui je pense vont se dégrader moins vite. Et c'est ce que j'ai choisi. Et donc que vaut cette tente? J'en ai absolument aucune idée. Je sais qu'elle est construite selon un peu les mêmes principes que la Z-Pack, mais avec des petites subtilités, c'est-à-dire qu'elle est construite avec un espèce de petit biais qui permettent d'entrer plus facilement, de ne pas avoir le bâton bâton de marche qui sert de structure de ces tentes ultra légères. Et le bâton ne sera pas au milieu du côté latéral de la tente, donc on pourra plus facilement rentrer dans la tente en l'évitant. Je verrai ce qu'elle vaut sur le terrain, je n'en sais encore rien, je ne l'ai même pas montée une seule fois. Mais je vais la monter quand même avant de partir, c'est un petit peu inconscient de faire ça. Et maintenant on passe au sac de couchage, et là aussi grand changement, parce que je vous avais raconté dans le passé que j'en avais marre des sacs en duvet, et j'étais passé à des sacs synthétiques. J'avais fait tout le deuxième et le troisième tiers de mon Odyssée pédestre avec un sac synthétique qui ne se dégradait quasiment pas dans le temps, qui m'a beaucoup plu. Mais là, pour l'Europa Trek, le problème c'est que les sacs synthétiques, ça pèse quand même plus lourd, c'est beaucoup plus encombrant, mais aussi ça pèse plus lourd. Et cette fois, vu que je vais quand même partir assez tôt dans l'année, je vais être en mai à plus de 2300 mètres, je vais être aussi en fin d'année dans le Bacan bulgare, en octobre, en novembre, dans des montagnes à quasiment 3000 mètres, je vais sûrement affronter quand même des conditions quasiment hivernales. Donc il me faut du matériel, peut-être pas 4 saisons quand même, mais 3 saisons et demie quoi. Donc j'ai regardé un peu les sacs synthétiques qui permettaient vraiment d'avoir des nuits confortables à moins 2, moins 3 degrés, ça pesait bien trop lourd. Et donc je me suis rabattu sur du duvet. Et là j'ai cherché un sac duvet, en gros, 0 confort, moins 6, moins 7 limite. Donc en gros, un sac pour dormir à moins 2, moins 3 degrés tranquillement, sans compter la couche thermique que j'ai en plus et qui me permet justement de descendre à moins 5, de passer des nuits à moins 5 degrés en étant tranquille. Et puis je me fiche un peu de la marque, j'ai regardé un petit peu les promos. Il y avait une super promo sur un sac Millet. Light down moins 5 ils disent. Donc en fait c'est moins 6 confort limite et 0 confort. Et voilà, c'est ce que j'ai pris, je l'ai eu trop pas cher, je crois que je l'ai eu à 240 balles au lieu de quasiment 400. Super affaire, et donc voilà. Je retourne à un sac en duvet qui, je sais, va se dégrader avec le temps, mais j'espère qu'il va au moins bien tenir pendant les 8 mois, c'est-à-dire à peu près les 225 nuits, 230 nuits, 220 nuits peut-être que je vais passer sur la route. Et pour qu'il se dégrade moins vite, bien sûr, j'ai mon sac à viande Decathlon. J'hésitais à en prendre un en soie, mais comme je sais qu'il se dégrade vite, j'ai gardé un synthétique qui pèse quand même plus de 200 grammes. Et puis, bien sûr, pour finir, mon matelas gonflable. Alors, c'est un matelas... Là aussi, je vous avais raconté que j'étais passé à du Décathlon. Voilà, j'ai fait beaucoup de randonnées, un peu en mode méditerranéen ou estival, avec des nuits à pas sous les 5 degrés, avec un matelas de base Décathlon qui était à peine plus lourd que les matelas ultra légers. À peine moins confortable, mais qui avait un défaut, c'est qu'il était quand même très peu isolant. Et j'ai pu le voir en randonnant en hiver là récemment. Et donc, voilà, pour les 8 mois, je me suis dit, allez, je vais quand même prendre le top du top. Thermarest Neo Air, 370 grammes, isolation incroyable, relative fragilité, mais je sais qu'avec un précédent Thermarest, j'avais réussi à tenir 7 mois sans faire la moindre mini crevaison. Durant la deuxième partie de l'Odyssée pédestre, j'avais traversé tous les Alpes, tous les Balkans, et fait la moitié du tour de la Grèce, de toutes les îles grecques, avec un Thermarest qui ne m'avait pas lâché pendant 7 mois et demi. C'est exactement ce que je demande à celui-là. Voilà. Et s'il y a des mini-crevaisons, j'ai de quoi le réparer au moins 2 ou 3 fois. Et donc ça, c'est la légèreté, le confort maximal. S'il ne crève pas, ça va être magnifique. Surtout que j'ai un sac de gonflage. Donc normalement, je ne vais pas le moisir avec le temps. Là. Donc ça, c'est très prometteur. Et bien sûr, pour accompagner, ça c'est un petit confort personnel, pour accompagner mon matelas, j'ai aussi un petit oreiller C2 Summit, qui pèse vraiment pas lourd, que j'ai depuis des lustres et qui est toujours en parfait état. Ça c'est un des meilleurs achats de toute ma vie. Là, je rajoute aussi le sursac dedans. Et voilà. Tac. Tout est mis dans mon sac dans l'ordre. Alors maintenant, je vais passer à mes autres vêtements, en dehors de ceux que je porte sur moi. Donc il y a d'abord mes vêtements de rechange,
du Décathlon, pareil. Alors je n'ai qu'un rechange, hein. Tous les gros randonneurs ils font comme ça de toute façon. Je n'ai qu'un slip, une paire de chaussettes, un t-shirt en laine mérinos de rechange. Il y a même des randonneurs qui font le Pacific Crest Trail avec un seul t-shirt. Je sais pas, ils le lavent, ils le remettent à moitié humide, enfin c'est n'importe quoi. Moi j'ai quand même un deuxième t-shirt, faut pas abuser. Et puis là, en fait j'ai une chaussette et un slip, mais quand même au début de mon aventure je vais partir avec un deuxième slip, en espérant que ces 3 slips feront les 8 mois. Et je vais partir avec une ou 2 autres paires de chaussettes. En fait j'ai rarement une seule paire de chaussettes de rechange parce que ça se dégrade quand même vite, hein, c'est pas de la grande qualité. Et donc je vais partir plutôt avec 2 voire 3 paires de rechange au début, sachant que je vous conseille toujours de prendre, pas les tailles basses non plus, mais les tailles médianes. Je vous le conseille parce que si vous prenez des tailles hautes, et ben ça fait déjà un peu plus de poids, mais ça c'est négligeable. Mais surtout c'est beaucoup plus galère à laver en fait, beaucoup plus galère à sécher également. Plus la chaussette est petite, et moins vous galérez à la laver. Or, c'est l'élément de votre matériel que vous allez le plus laver. Les chaussettes, moi je les lave tous les 2 jours maximum, voire tous les jours dans l'idéal, dès que j'ai un point d'eau. Voilà, pour pas que mon pied se dégrade, pour pas que mon pied pue et compagnie quoi. Donc petite chaussette légère, c'est moins cher, c'est moins lourd et surtout c'est beaucoup moins galère à laver. Alors en plus de ces vêtements de rechange, j'ai aussi bien sûr mes célèbres semelles de rechange. Je connais pas un seul autre randonneur qui fait ça, mais pour moi c'est indispensable. J'ai toujours 2 semelles. Alors ça a plusieurs utilités. Donc j'ai la semelle de ma chaussure de base, et donc j'ai mes semelles de rechange. Et tous les 3-4 jours, hop, je passe de l'une à l'autre. Comme ça, déjà, je lave l'autre, puis je la sèche. Et comme ça, disons, bah voilà, mes pieds puent moins vite, c'est quand même très hygiénique. D'autre part, les semelles se dégradent moins vite. Et puis, ce qui est surtout pratique, en fait, c'est que je vous ai dit que j'ai pris des Décathlon chaussures premier prix. Elles sont perméables. Je ne prends pas d'imperméable parce que moi, le Gore-Tex, tout ça, je déteste. Les chaussures imperméables, pour moi, c'est une semi-arnaque, cuir Gore-Tex. S'il pleut beaucoup, si vous marchez vraiment constamment sur un terrain humide, vous allez finir par avoir de l'eau qui pénètre dans la chaussure. Et alors là, bonne chance pour qu'elle sèche. Parce que une chaussure en cuir ou une chaussure Gore-Tex qui a pris l'eau, et bah parfois c'est 2-3 jours pour qu'elle sèche. Alors que mes chaussures là, première pluie de 30 minutes, elles prennent l'eau. Même si je marche dans des hautes herbes, elles prennent l'eau. Donc ça, parfois, c'est quand même un désavantage. Mais après 1 heure au soleil, elles sèchent extérieurement. Et à l'intérieur, elles sèchent aussi très vite. Et elles sèchent d'autant plus si on a pris des semelles de rechange. Quand on vient de passer une matinée sous la pluie, et ben, les semelles sont complètement trempées, ainsi que les chaussettes. On trouve un point d'eau, le beau temps est revenu. On enlève ses chaussettes mouillées, on enlève ses semelles mouillées, on les lave. On met des chaussettes sèches, on met des semelles sèches. La chaussure, elle, a très vite séché et on est quasiment au sec. Et c'est comme ça que je fais pour être le plus possible au sec avec mes chaussures. Alors il m'est arrivé bien sûr parfois, quand j'étais pendant des printemps très humides, ou dans des montagnes encore très enneigées, de marcher tous les jours avec les pompes et les chaussettes et les pieds complètement trempés. Mais disons que dans des conditions plus estivales, avec cette technique-là, ces semelles, le fait de se laver régulièrement tout son matériel, et le fait d'avoir des chaussures qui se mouillent très vite mais se sèchent très vite, et ben c'est comme ça que je fonctionne et ça marche très bien. Et enfin, bah non, je crois. Ah non, j'ai aussi ça. La mythique paire de tongs Décathlon. Absolument indispensable. Voilà, quand on arrive au bivouac, qu'on s'est lavé les pieds, hop, on les met dans ces tongs pour préparer le bivouac, manger, se balader à gauche à droite, plutôt que rester dans ces chaussures dégueulasses dans lesquelles on a passé toute la journée. Mais surtout les tongs, ça permet de franchir des cours d'eau avec un sol coupant, pierreux, boueux, vaseux. Moi je vais intégralement pendant 8 mois ne pas prendre une douche, me laver que dans des rivières, dans des lacs et quelquefois dans la mer. Et moi j'ai toujours ces tongs dans ces moments-là, pour pas me couper le pied, pour pas avoir de problème, pour pas glisser, pour pas me blesser, pour mieux résister au courant. Donc voilà, j'ai toujours ces tongs avec moi. Et 2-3 fois je les avais oubliés dans des randonnées à la semaine, à chaque fois j'étais dégoûté, parce que c'est tellement indispensable. Et en plus, l'avantage c'est que ça coûte 5 ou 6 balles, ça coûte rien et ça pèse pas lourd. C'est bien sûr des tongs Décathlon de base. Alors, autre couche de vêtements, et ben, on a cette fois la protection contre la pluie. J'avais déjà mon sursac là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et bien sûr, j'ai ma veste de pluie que j'avais déjà l'an dernier, je vous l'avais présentée. Elle est quasiment neuve pour la bonne et simple raison que j'ai marché à Majorque, à Tenerife, dans l'Apennin italien, dans l'Épire grec.
J'ai pris 2 ou 3 jours de pluie. Donc cette fois je pars 8 mois, donc je vais prendre beaucoup plus de saucée, hein, c'est certain. Surtout au printemps, en automne bien évidemment. Je crains surtout en automne, vraiment le moment où les orages vont arriver à la fin de la saison sèche dans les Balkans. Là je crois que je vais en prendre plein la tronche. Je connais. Hein. Et donc cette fois, ma cape de pluie va beaucoup me servir. Je vous la mets, attendez, regardez, si je mets ma casquette en plus, parce que je porte toujours une casquette quand je marche. Hop, on la fusionne avec la cape de pluie. On monte ça comme ça. Et voilà, là on est parfait. On prend pas la pluie dans les yeux. Le vent ne pénètre pas. On est bien comme il faut. On a mis d'autres couches en dessous. Hein. Toujours mettre sa polaire avant de mettre sa veste de pluie. Ne pas avoir sa veste de pluie au contact du t-shirt. C'est super désagréable. Cette veste de pluie, c'est de l'ultra léger. Hein. C'est du 300 grammes. C'est du Agloff. Ça finit par se dégrader, mais les 3 couches Gore-Tex et tout ça, c'est vraiment... c'est de la super camelote, hein, ça c'est clair. J'en avais une précédemment qui m'avait fait tout l'Odyssée pédestre et d'autres marches avant et qui avait été super fonctionnelle. C'est extraordinaire ce matos. Donc voilà pour la veste de pluie. Donc maintenant on va passer aux couches thermiques, en dehors de la polaire bien sûr, avec lequel je marche au moins la moitié du temps. Mais je veux parler des couches thermiques plus optionnelles, celles que je mets à la fois en dynamique et en statique. Donc à la fois quand je marche et qu'il fait très froid, je suis dans un blizzard, que je suis au sommet d'une montagne alors que par des températures négatives, etc. Ou bien en statique, au bivouac, et puis une fois que je me suis endormi, pour rajouter un peu de chaleur en plus du sac de couchage, au cas où il fait très froid. J'en aurais pas besoin tant que ça dans mon sac de couchage, parce que j'en ai pris un très bon. J'ai jamais eu un sac de couchage aussi chaud, mais j'en aurais peut-être de temps en temps besoin. Alors pour les couches thermiques, il y a d'abord ma mythique doudoune, bon, qui est dans un état lamentable, mais par nostalgie un peu. Bon, j'ai décidé de pas la remplacer. C'est une Cumulus qui faisait 300 grammes à la base, mais elle est tellement, je sais pas, elle a pris la poussière, elle a pris plein de trucs, elle fait 400 grammes maintenant, et elle est beaucoup moins efficiente qu'avant, mais elle fait encore pas mal le taf. Puis en plus ça coûte hyper cher de la remplacer. Je n'ai pas jugé bon de faire un investissement et je garde cette doudoune. Donc qui fait 400 grammes et qui fait surtout le café. Elle est mythique, hein. Je l'ai depuis plus de 10 ans, je l'ai eu dans toutes mes aventures. Elle a fait tout l'Odyssée pédestre, j'ai passé des tas de nuits, des tas de journées dedans et ça va continuer. Donc c'est ma couche thermique essentielle pour le torse. Et en plus de ça, j'ai des petits gants Décathlon, un cache-colle qui peut aussi servir de bonnet la nuit, des chaussettes de montagne Décathlon. Voilà, ça c'est pour la nuit. Alors ces chaussettes, je les mets systématiquement, même quand il ne fait pas si froid que ça, parce que je ne dors jamais avec mes chaussettes de marche, qui sont souvent un peu dégueulasses, etc. Et donc le soir quand même, par mesure d'hygiène, j'enlève toujours mes chaussettes de base, et puis je mets toujours mes chaussettes de nuit. Et enfin une couche thermique essentielle en 2 parties que je mets, disons, même quand il ne fait pas trop froid la nuit, parce que je veux pas que mon corps souvent sale soit au contact du sac à viande, du sac de couchage directement. Et donc c'est un petit peu une couche qui fait l'intermédiaire entre les deux. Et en fait c'est un gilet de nuit accompagné d'un collant, voilà, qui est une sorte de pyjama pour moi. Fut un temps j'avais du Yodlo, puis après j'avais pris de la sous-marque, et un jour dans une cabane quelconque à la frontière du Monténégro de l'Albanie, vraiment au milieu de nulle part, j'ai trouvé abandonné ce gilet et ses collants Craft, une très bonne marque, et que j'ai pris depuis. C'était durant l'Odyssée pédestre et j'ai passé des centaines de nuits dedans. Donc je le mets, sauf exception s'il fait trop chaud, la nuit, et puis je le mets aussi de jour si je marche dans le froid. Ça rajoute vraiment une super couche, mais par contre on sue très vite dès qu'il fait plus de 5 degrés. Mais voilà, ça c'est une sorte de pyjama donc, que j'ai depuis des années et qui fonctionne très bien. Et c'était ma dernière couche, donc vous voyez il y a quand même beaucoup de couches de vêtements optionnels, thermiques, contre la pluie, etc. Ça fait quand même pas mal de poids, mais ouais, c'est un confort non négligeable. Alors on va passer à un autre domaine, crucial lui aussi, comme tous les autres finalement, qui est l'alimentation. Alors moi je chauffe ma nourriture au gaz, d'autres le font à l'alcool, voire au bois. J'ai chauffé au bois dans le passé, une galère maximale. Je le déconseille à tous les randonneurs. À l'alcool, il paraît que ça peut être une bonne solution. Bon, moi je fais ça au gaz. Alors ici, j'ai pas de cartouche de gaz, mais voilà, j'en ai toujours une, minimum une cartouche, voilà, de 200-300 grammes de gaz. Parfois, je prends la supérieure quand je m'isole longtemps dans la nature, voire parfois j'en prends 2 pour être sûr d'avoir du gaz quand je pars pendant un mois et demi dans des zones où je sais que je ne trouverai pas d'endroit où me réalimenter.
Je fais fonctionner ces cartouches avec mon réchaud MSR universel, qui n'est pas le plus léger du marché, mais qui est stable. Voilà, même quand il y a du vent, c'est pas la galère. Et surtout, je vous ai dit universel. Ça veut dire qu'il a un système de vissage un peu galère, mais qui fonctionne à la fois avec les normes Primus, etc., et avec les normes camping gaz. Donc, quelle que soit la cartouche vissable que je trouve, je sais que je pourrais utiliser ce réchaud dessus. Donc ça, grand avantage. Et avec, donc j'ai eu une popote Tox pendant des années, que j'ai complètement détruit, et j'ai fait l'erreur l'an dernier, pour mes treks de 2025, d'acheter une popote Primus, qui était en je sais plus quel matériau. Mais en fait, d'ailleurs, je ne sais même pas quel est ce matériau-là, mais il y en a en aluminium et d'autres en titane, et il y a un matériau qui est bien plus léger que l'autre, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, c'est le matériau dont est fait cette popote, qui est beaucoup plus légère. C'est pas une Tox, malheureusement, je n'en ai pas retrouvé, mais j'ai pris une autre marque chinoise, qui franchement me semble avoir de moins bonne finition, c'est moins convaincant. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec cette popote que j'ai achetée pour 30 ou 40 balles, c'est que... Alors, c'est une popote qui me permet de cuisiner pour 2 personnes. Comme ça, quand je suis seul, j'ai vraiment un grand confort pour cuisiner. Et puis quand je suis à 2, voire à 3, je peux toujours faire la cuisine pour les copains. Donc l'avantage, c'est que donc celle-ci, elle fait à peu près 1 litre, donc cuisiner pour 2. Voilà, pour mon plat de pâtes traditionnel du soir. Et donc la popote est à peu près aux dimensions de mon ancienne Tox, de mon ancienne Primus. Mais petit avantage qui m'a séduit, qui m'a amené à acheter cette marque, qui est Boneless Voyage, le couvercle de la popote est beaucoup plus large que celui de mon ancienne Tox. Et ce qui permet en fait aux collègues à qui j'aurais fait des pâtes de immédiatement manger ça dedans. Il n'aura pas lui-même besoin d'avoir un bol ou quoi que ce soit pour recevoir les pâtes. Donc avec cette popote, avec son couvercle profond, je peux cuisiner et servir la nourriture pour 2 personnes. Donc ça, c'est génial. Bien satisfait de ce choix-là. Et bien sûr, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais moi, mon plat de base du soir, c'est le pesto, les pâtes au pesto. Donc j'ai toujours avec moi mon sachet de pâtes de 500 grammes, mais surtout mes boîtes de pesto. Alors le pesto vert est trouvable dans toute l'Europe, même au fin fond de nulle part dans l'Albanie, vous avez de grandes chances d'en trouver. Le pesto rouge c'est plus compliqué, en France on en trouve partout. Bon, en Italie on n'en trouve pas parce qu'en Italie en fait ils n'appellent pas ça du pesto, mais évidemment il y en a aussi beaucoup. Et il y en a dans pas mal de coins d'Europe, mais vraiment quand on arrive dans les pays balkaniques etc. on n'en trouve plus. J'aime bien pourtant avoir les deux pour alterner. Je mange de l'un, puis après je mange de l'autre, je remange de l'un, je mange de l'autre, et comme ça je ne m'écœure pas. Et surtout je mange des pâtes au pesto pour justement lutter contre ce même principe d'écœurement, parce que le riz, les sardines, les soupes, tout ça, ça m'a écœuré avec le temps, mais les pâtes, ça ne m'a jamais écœuré. Et donc moi, c'est mon plat de base, j'en mange tous les soirs, et puis le midi, c'est resto, fromage, divers coupes-fins, de toutes sortes, dont les trucs de base, c'est noix, fruits secs et barres chocolatées. La barre chocolatée industrielle légendaire étant la Snickers. Les plus gros randonneurs américains, c'est ce qu'ils mangent. Donc voilà, c'est un petit peu la base de mon alimentation. On rajoute ça. Et avec ça, donc, qui dit alimentation dit eau. Et donc j'ai des bouteilles d'1 litre en général, que je peux facilement mettre sur les côtés de mon sac. Ça c'est vachement pratique avec les Exos. C'est-à-dire vous mettez la bouteille ici. Ça a l'air moins pratique d'ailleurs avec le Exos Pro, je le dis tout de suite. Mais c'est aussi parce que j'ai pas encore bien géré l'étendeur et tout ça. Mais voilà, quand on porte un sac Exos, on a mis sa bouteille d'1 litre. Avec 1,5 litre c'est moins évident, mais avec 1 litre c'est très facile. On n'a même pas besoin, attendez, je l'ai mise ici. On n'a même pas besoin d'enlever son sac pour la prendre. Hop, on la prend, on boit un coup, on la remet. Alors, sur les Exos de base, c'était très facile à remettre. Là, sur les Exos Pro, ça a l'air un peu plus compliqué, mais ça passe. Donc, des gens ont des gourdes, pour moi c'est trop lourd. Beaucoup d'autres ont des poches d'eau dans lesquelles ils boivent. Je ne fais jamais ça non plus parce qu'on ne peut pas facilement contrôler la quantité d'eau qui nous reste. Donc moi j'ai toujours des bouteilles sur les côtés. Mais la petite nouveauté pour 2026, c'est que j'ai récupéré un filtre. Alors j'ai eu un filtre dans le passé, un mini filtre Sawyer, qui est le filtre mondialement le plus connu. Puis j'avais cassé au milieu de l'Odyssée pédestre et j'avais continué sans. Et puis finalement j'ai marché pendant toute la fin de l'Odyssée pédestre et tous mes treks de 2024 et 2025 sans filtre. Pour le meilleur et le pire, mais bref. Là, je pars 8 mois, je vais accueillir beaucoup d'abonnés sur la route, voilà, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, j'ai pris un filtre. En l'occurrence,
c'est un filtre Katadyn. C'est un peu la nouvelle référence. Et voilà, je me suis acheté ça. Donc c'est à la fois un filtre, voilà le filtre, et une bouteille. Donc on peut, hop, on remplit 1 litre d'eau, on la boit dans le filtre, ou bien on se sert de cette bouteille pour filtrer de l'eau dans d'autres bouteilles. Vachement pratique. Pareil que ça peut être fragile, mais j'espère que ça me fera les 8 mois. Donc je suis bien content de cet achat. Et donc ça me fait au passage une bouteille en plus, quoi. Mais en général, j'aurai au moins, en plus de cette gourde filtrante, 2 bouteilles d'eau d'1 litre. Et pour finir, concernant l'alimentation, tout en passant un petit peu au bricolage, parce que là, vous voyez, c'est un peu ma sacoche bricolage. Et dans la sacoche bricolage, j'ai ma cuitochette Décathlon, là. Je sais pas combien de temps elle tiendra. Souvent, c'est pas très résistant, mais ça a l'air mieux qu'avant. Et mon couteau. Un laguiole, voilà, c'est le cadeau d'un copain, et donc voilà ce que j'ai, et je vais en profiter pour vous présenter ce qu'il y a d'autre dans la poche de bricolage. Bon, il y a ce que j'aurais pu aussi mettre dans l'électronique, mais ma frontale, des petites boules caisses au cas où certains des abonnés seront de grands ronfleurs, une petite corde pour étendre du linge, les fers dont je vous parlais tout à l'heure. Alors quand on randonne avec des bâtons comme ça, la pointe qui est au bout a un petit bout de métal, enfin de tungstène. Si vous faites une fausse manœuvre, vous pouvez les casser assez rapidement. Mais même si vous êtes rigoureux, si vous ne faites pas n'importe quoi, au bout de quelques milliers de kilomètres, le fer va se désolidariser puis va finir par partir. J'ai marché tellement de dizaines de milliers de kilomètres que mon appréciation c'est qu'en gros un fer dure disons 3000 km. Donc si je pars avec 2 fers neufs au bout de mes bâtons et que je fais 6000 km, j'aurai besoin de les remplacer au moins une fois. Donc j'ai pris avec moi 2 fers de remplacement. Et j'ai aussi pour mes bâtons, dans les phases où je vais faire beaucoup d'asphalte, il peut m'arriver parfois de faire 20-30 bandes d'asphalte dans des zones peu montagneuses, du caoutchouc, parce que quand on marche avec du fer, le fer il est parfait pour un terrain terreux ou gravillonneux, un peu caillasseux. Mais quand vous êtes sur des grandes plaques de cailloux ou sur de l'asphalte, en fait sur des étendues très lisses, super désagréable le fer. Surtout quand il y a du dénivelé. Alors dans ces moments-là, si c'est juste pour faire 300 mètres, j'utilise pas les bâtons, ou bien je les utilise un peu de manière brinque-ballante. Mais si je dois faire 20 bandes sur de l'asphalte, hop, je mets mes 2 caoutchoucs. Donc j'ai aussi 2 caoutchoucs. Et en plus de ça, j'ai des briquets pour divers usages, mais en particulier pour refaire la cuisine, bien évidemment. Toujours avoir 2 briquets. Toujours. Et quand un briquet est à plat, on le remplace le plus vite possible. Faut pas rester avec un seul briquet parce que vous pouvez vous retrouver dans une sacrée mouise, vous imaginez bien. Donc c'est ça. Ça c'est fait. Hop. Je l'ai fait n'importe comment mon sac. Je suis pas du tout encore habitué à la façon de faire ce sac là. Alors maintenant on va passer à l'électronique. J'avais déjà un peu commencé en vous montrant la frontale. Alors c'est une frontale super bien, 40 grammes, super légère que j'ai acheté chez Decathlon. Et ce qui est génial avec cette frontale, c'est qu'elle a un port USB 3.0 pour être rechargé. C'est pas une frontale à pile, c'est une frontale qui doit être rechargée avec un port USB 3.0. Jusque là j'avais eu 2 autres frontales qui avaient un port USB 2.0. Or là cette fois je suis en 3.0 et tout le reste de mon matériel c'est du 3.0. Donc je suis sûr de ne jamais avoir aucun problème. Alors d'abord, pour ce qui est de l'électronique, j'aurai 2 téléphones. Alors, celui-ci d'ailleurs, ce n'en est pas un, c'est juste un petit mémo pour me rappeler ce que j'ai à dire. Un des 2 téléphones, c'est celui avec lequel je me filme. Et l'autre téléphone, il est présent ici. Je l'ai mis dans une espèce de petit revêtement pour le protéger. Et alors pourquoi j'ai 2 téléphones ? J'ai toujours 2 téléphones quand je fais des randonnées d'ampleur depuis des années. Parce que comme ça, si je casse un téléphone, je ne me retrouve pas sans GPS, sans carte, sans rien au milieu de nulle part, quoi. Le téléphone, c'est aussi important qu'une main quasiment, vous savez bien, surtout quand le téléphone sert aussi de GPS, ce qui est mon cas et le cas de tous les jeunes randonneurs. Donc j'ai 2 téléphones. Le deuxième téléphone me sert aussi de recharge, source de stockage supplémentaire. Et voilà, d'ailleurs j'ai aussi une petite clé USB que je n'ai pas là, je l'ai oubliée, mais que j'emporterai. Et cette clé USB permet maintenant de transférer super facilement des données d'un téléphone à l'autre. Ultra pratique, mon frère m'a offert ça à Noël. Et donc je pourrais prendre des photos, des vidéos avec le téléphone avec lequel je me file en ce moment. Et puis régulièrement, hop, transférer tout pour avoir une sauvegarde sur le deuxième téléphone. Très important donc ce téléphone. J'ai aussi des petits AirPods,
tout nouveau, ça, on n'arrête pas le progrès, et comme ça, je vais pouvoir marcher en écoutant des podcasts de temps en temps quand je m'ennuie, sans qu'il y ait un fil tout le temps, là, c'était infernal, quand j'avais des écouteurs de base, j'avais fini par arrêter d'en prendre tellement ça me rendait fou, je les cassais tellement vite quand je randonnais avec. Là, j'aurais plus ce problème. J'ai ma batterie externe, c'est une 20 000 mAh, comme j'ai toujours eu, c'est-à-dire qui permet d'en charger, disons 4 fois son téléphone, théoriquement, 3 fois et demi, 4 fois son téléphone. Sauf que celle-ci, elle pèse plus que 320 grammes, c'est-à-dire quasiment 200 de moins que celle que j'avais dans le passé, et puis 150 de moins que celle que j'ai eue dans une période intermédiaire. Donc là, elle est vraiment légère, elle est super bien. J'ai déjà essayé, là, elle va, je le sens, me satisfaire. Et donc, pour finir, et voilà, vu que je vais me filmer sur la route, que je vais vraiment être en autonomie, j'ai décidé de prendre un chargeur solaire, 3 panneaux, parce que je n'aime pas avoir 4 panneaux, c'est trop compliqué, mais 2 panneaux ça me semblait juste, donc j'ai pris 3 panneaux. Et voilà, je ne l'ai pas encore vraiment testé, je ne sais trop qu'en dire pour l'instant, donc, mais j'espère qu'il va faire le travail. Voilà, c'est à peu près bon. Est-ce que j'ai présenté tout mon équipement électronique? J'ai présenté toutes les pièces principales, mais après j'ai aussi autre chose, c'est les chargeurs, les prises, les câbles. Alors voilà, les câbles, j'en ai 4 ou 5. À chaque fois, il y en a de type USB-C, USB-C, d'autres USB-C et USB normaux. Et j'ai pris avec ça 2 prises 90 watts avec 5 câbles branchables dessus. Ça va être génial, j'avais déjà fait le coup avec 2, mais là cette fois j'ai pris 5 carrément. Comme ça, quand on arrive dans un resto, quand on arrive dans une église, un coin de village où il y a une prise, n'importe quel endroit où je peux recharger mon matos, je vais pouvoir recharger en même temps ma frontale, ma batterie, mes 2 téléphones. Super pratique. Donc, et j'ai pris 2 prises parce que bien sûr quand on met plusieurs câbles sur une même prise, le wattage se répartit. Alors que si je trouve 2 prises, je peux carrément tout recharger encore plus vite. Donc là, au niveau électronique, j'ai jamais été aussi bien loti. Et en plus de tout ce que je vous ai montré, il y a le matériel avec lequel je me filme en ce moment. Donc il y a un micro Rode, super bien, sur lequel j'ai rajouté un anti-vent. Et puis il y a le trépied sur lequel est suspendu actuellement le téléphone. Et un autre câble d'1,50 m d'ailleurs qui les relie. Il faudra ajouter à tout ce barda. Tiens, je vais les mettre ici, je ne sais pas si ça sera leur place définitive, j'ai pas encore vraiment pris de décision nette, mais on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste un domaine où je suis lamentable et critiquable, qui est l'hygiène, parce que je vais essayer de prendre un peu de pansement, du Doliprane avec moi, peut-être de l'antidiarrhéique, mais j'avoue qu'en général, je pars un petit peu en n'importe comment dans les montagnes, et j'ai pas beaucoup de matos. Et là par contre j'ai quand même quelques originalités. Bon là il y a le PQ bien sûr. D'habitude j'avais un savon de base. Je me lavais au savon de base dans les cours d'eau. Pas très classe. Donc cette fois j'ai pris du savon d'Alep qui paraît-il n'est pas polluant. À la fois pour me laver et pour laver bien sûr mon linge. Et puis alors donc dans ma trousse de toilette proprement dite, en dehors du savon qui est à l'écart pour pas déranger le reste, j'ai bien sûr un dentifrice qui est là et plein, donc 100 grammes de plus. Brosse à dents, crème solaire, évidemment, et alors un ventoline, parce que oui, je suis asthmatique. J'ai beau être un très gros randonneur, je suis asthmatique. Alors ce qui est assez amusant, c'est que j'ai tout le temps de l'asthme. Moi, je suis tout le temps malade quand je suis en ville. Mais par contre, dès que je me retrouve sur les chemins, je suis toujours en pleine forme. Mais je prends quand même un ventoline, on ne sait jamais. Hein. Il m'arrive à de très rares moments de faire un peu d'asthme. Et alors, très grande particularité par rapport à la masse des randonneurs, je déteste avoir une barbe, donc je le faisais dans le passé, mais là je le fais encore plus systématiquement. Je vais essayer de me raser au moins une fois par semaine, et donc j'ai mon petit rasoir et une crème de rasage. Et donc voilà en quoi consiste ma trousse de toilette. Hop, je la replace. Désolé si je tremble un peu, là il fait super froid. Ah là là, ce pays, j'en ai marre. J'ai hâte de partir. J'ai hâte d'être au Portugal au soleil. Même si on a un peu de soleil en ce moment, c'est quand même une galère la Bretagne. Et alors pour finir, dernier petit sachet, en dehors du papier toilette et de tous mes ustensiles de lavage, un passeport et une carte bancaire, sachant que j'ai aussi
ma carte d'identité et une autre carte bancaire dans la poche. Et j'ai 2 cartes bancaires, je suis à la fois chez Caisse d'épargne Boursorama, comme ça si j'en perds une, je ne me retrouve pas dans une muse absolue. Alors est-ce que j'ai fait le tour? Je crois bien. Alors, on va mettre la casquette. Tac, bon les bâtons on va pas les prendre. Et on va tenter de se mettre le sac sur le dos. Franchement il est pas mal, hein. Attendez, est-ce que je l'ai bien attaché? Non. Tac. C'est beaucoup plus sommaire hein, le système que celui de l'Exos tout court. Hein. Mais ça m'a l'air quand même relativement confortable. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un sac neuf en plus. Tous les treks de 2025, je les ai effectués avec un Osprey Exos 55 qui était dans un état lamentable. Hop là, alors que là il est vraiment tout neuf. Regardez ce que ça donne. Je suis prêt à m'élancer là. J'en ai fini donc avec l'équipement et vous allez peut-être vous poser la question, quel est le poids total de tout ce barda? J'avais pas pris la peine de peser tout mon équipement lors de la présentation de 2025. J'estimais à 8 kg ce que j'avais sur moi. Et ça devait être à peu près le cas parce que j'avais un équipement quand même plus tourné vers la marche estivale. Donc j'avais moins de couches thermiques, j'avais un tout petit peu moins d'électronique aussi. Là j'ai vraiment un équipement plus complet qui va me permettre de tenir plus à basse température. Mais aussi avec des pièces beaucoup plus légères. Donc je pense que j'avais quand même sous-estimé le poids de mon précédent équipement quand je l'estimais à 8 kg. Je pense que j'étais plus à au moins 8,5 kg, voire 9 kg. Parce que cette fois, avec tout ce que j'ai là, bah, je dépasse encore les 8 kg. Je suis à 8 kg 100. En comptant le gaz plein, en comptant aussi le tube de dentifrice, la crème de rasage, la crème solaire, tout ça c'est plein aussi. Donc quand j'aurai vidé un peu tout ça, que je serai un peu plus à l'arrache, il y aura un petit peu moins de poids. Mais pour l'instant, voilà, je suis à peu près au-delà de 8 kg. Donc il faut rajouter, disons, si on part pour 2 jours d'autonomie dans la nature. Bon, en général, j'ai 2 litres d'eau sur moi. Parfois plus, parfois moins. Ça dépend des situations, si les zones sont très arides ou l'inverse. Mais je dirais qu'en général, quand je me dirige vers un point de bivouac dans l'après-midi, voilà, pour 2-3 heures de marche plus le bivouac, j'ai mes 2 litres d'eau. Il faut rajouter à ça, disons, pour 2 journées de marche, 2 petits kilos de nourriture. Et donc ça fait 8 plus 2, 10 plus 2, 12. Donc je dirais que c'est à peu près le poids que j'aurai au moment où je démarrais une phase d'autonomie de 2-3 jours. C'est-à-dire 12 kg sur le dos. Alors est-ce que ce sac, qui est, je vous rappelle, une version ultralight de l'Osprey Exos, l'Osprey Exos Pro, est-ce que ce sac va me permettre de soutenir 12 kg sans que je souffre trop? Je pense que ça va le faire, en effet. Parce que je dirais que avec un Osprey Exos, vous pouvez aller jusqu'à 14-15 kg avant de souffrir. Donc peut-être que celui-ci, ça va plutôt être vers 12-13 kg que la limite va se situer. Mais je pense que quand j'aurai 12 kg, je serai bien avec ça. Mais parfois j'aurai plus, hein, parce qu'il y a des phases où je vais prendre 4, 5, 6, peut-être 7 jours de nourriture. Et là, quand j'aurai 15 kg sur le dos avec ce sac, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué. Mais on va bien voir. Voilà donc terminé la présentation de mon équipement pour l'Europa Trek. Mais je ne suis pas encore parti, hein. Je pars que dans 10 jours. Plus précisément, je pars le 6 avril de la France pour aller jusqu'au Portugal et puis jusqu'au village de Sagres, qui est quand même pas si facilement atteignable. Et je rejoindrai là-bas Antoine, avec qui je démarrerai véritablement l'Europa Trek le lendemain, donc le matin du 7 avril, du mardi 7 avril, au Cap Saint-Vincent. Mais 2 jours avant le départ, je vais sortir une dernière vidéo, un récapitulatif condensé en 8 minutes maximum, un résumé de ce qu'est l'Europa Trek, le parcours, les divers participants qui vont me rejoindre au fil de ma route. Donc ça sera voilà, une petite vidéo finale à laquelle vous référez quand vous voulez savoir ce qu'est l'Europa Trek le plus rapidement possible. Donc ça sortira le samedi qui précédera mon départ, et le dimanche, il y aura peut-être une petite surprise. Parce qu'avec mon frère, avant mon grand départ, avant qu'on se sépare pendant 8 mois, on s'est accordé voilà, la réalisation d'un rêve qu'on avait depuis longtemps et sur lequel je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, vous aurez une petite surprise dimanche sur la chaîne. Allez, à plus!